D'abord, merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation de participer à cette table ronde qui va tenter de répondre à la question des marchés. Quels sont les marchés captables par la cyclo-logistique aujourd'hui et demain? Donc, pour cela, on a 4 intervenants. Et je précise juste que pour Aurélie Santin du Netram, malheureusement, elle ne sera pas aujourd'hui avec nous. On tentera de reporter un petit peu le point de vue de Netram vis-à-vis de la cyclo-logistique par la suite. Donc, pour le public à distance, vous pouvez toujours envoyer vos questions via la plateforme de chat et puis on redonnera également la parole aux gens de la salle pour qu'ils puissent aussi poser leurs questions lors de la première séance prévue pour cela. Donc, nous commençons cette table ronde par un petit tour de table rapide. Donc, je vais vous inviter à vous présenter rapidement. Donc, le nom de votre structure et votre activité, s'il vous plaît. Donc, on commence par Monsieur Grégory Marcelin, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le fondateur de Bicycle Lyon, donc une société de coursiers et dernier kilomètre créée en 2004 à Lyon. Merci. Monsieur Aurélien Pouzin. Bonjour à tous. Moi, je dirige une plateforme de préparation de commandes alimentaires. Pour le compte du groupe Système U, je dirige l'entreprise qui s'appelle courseu.com. Et voilà, je suis un acteur important du dernier kilomètre. Et monsieur Bruno Saint-Laville. Bonjour à tous. Bruno Saint-Laville, société Urbi. Nous sommes un acteur du dernier kilomètre avec une logique de massification en dehors de la ville, une mutualisation dans le centre de la ville avec des véhicules à basse émission. Et donc la cyclo-logistique fait partie de notre dispositif. À vous. Bonjour à tous, Cécile Bossière de la société CERL, groupe CERL, donc qui est un aménageur de la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes plus globalement. On a un métier donc consacré à l'aménagement de nouveaux quartiers et également on est constructeur pour le compte de collectivité ou notre compte propre. Et voilà. Très bien. Donc, dans cette table ronde, je vais vous donner la parole encore une fois pendant 5 minutes pour répondre. Et je vais quand même poser des questions pour orienter un petit peu les exposés. Donc, je vais commencer par Monsieur Grégory Marcelin. Vous qui êtes un acteur de la cyclo-logistique, un opérateur, donc vous avez l'expérience du terrain. On aimerait savoir quels sont les marchés captables par la cyclo-logistique, quel type de clients, de produits vous traitez et quelle est la flotte que vous utilisez, le matériel avec lequel vous travaillez et bien sûr quels sont les enjeux et les contraintes auxquelles vous faites face aujourd'hui dans l'exercice de votre activité. Alors nous, on est une équipe déjà de 17 salariés et 2 personnes dans les bureaux. On a une flotte vélo cargo, triporteur, vélo remorque, véhicule électrique. Donc on est transporteur en plus d'être cyclo-logisticien. C'est-à-dire qu'on a une licence de transport, la question qui était posée tout à l'heure. Il y a effectivement des petites réglementations différentes en fonction du niveau d'implication dans le transport et puis des véhicules utilisés. Aujourd'hui, donc, globalement, on pourrait dire oui à quasiment tout. Ce qu'il faut mettre en place après, c'est les véhicules et trouver les bonnes personnes, les salariés, la bonne organisation logistique. Donc nous, depuis 2004, on a pu tester pas mal de fonctionnements, de solutions, de vélo cargo, triporteur. On a à peu près testé tout ce qui se faisait. Et aujourd'hui, la problématique principale, c'est mutualiser les flux. Donc c'est-à-dire pour que ça soit efficace et on va dire rentable quelque part, il faut limiter les ruptures de charge. Et faire en sorte que du coup, on va mutualiser, comme on le fait, on est prestataire pour FedEx pour le dernier kilomètre. Et aujourd'hui, il y a une étape de plus par rapport à leurs sous-traitants motorisés, on va dire. C'est-à-dire comme nous, on utilise des triporteurs, il y a une liaison camion entre leur dépôt et le nôtre pour que la marchandise puisse être acheminé et que ce trajet qui ne peut pas être fait en triporteur par autonomie, temps passé, etc.,
Du coup, voilà, il y a des navettes camions qui sont faites entre les différents dépôts. Et après, du coup, tout ce qu'on transporte doit être sécurisé. Donc, en fonction de ce qu'on transporte, il faut que ça soit sécurisé contre le vol. Il y a les transferts de responsabilité avec les donneurs d'ordre. Et il y a aussi les facteurs météo. Il faut que ça soit abrité de la pluie, etc. Donc, en fonction de ce qu'on transporte, il faut vraiment adapter tous nos véhicules et tous nos moyens de transport. Et quels sont les produits que vous traitez généralement? Est-ce que vous traitez des produits frais ou secs, des pondéreux, des petits colis? Alors nous, aujourd'hui, on ne fait pas de tout ce qui est courses et nourriture. Enfin, on en fait ponctuellement pour des clients, mais pas pour les plateformes de courses à domicile. On l'a eu testé pour un autre faiseur aussi, mais bon, du coup, moi, c'est vraiment la pénibilité qui est ressortie. J'ai failli perdre la moitié de mon équipe, parce qu'en général, ceux qui commandent par Internet, souvent, c'est du lourd, du pack d'eau, etc., sans ascenseur. Donc, voilà, dans notre système actuel, on n'a pas pu l'intégrer différemment. Il faudrait une équipe dédiée, des contraintes de temps un peu plus souples pour qu'il n'y ait pas la même pression que quand on fait de la course ou de la livraison du dernier kilomètre pour des transporteurs. Et aujourd'hui, donc nous, on travaille pour des transporteurs dernier kilomètre, donc FedEx, DHL principalement. Et puis moi, j'ai une activité de course qui représente 70% de notre chiffre d'affaires. C'est de la course sur appel pour les professionnels. Et quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face dans l'exercice de votre activité au quotidien, sur les routes? Est-ce que vous avez des conflits d'usage de la voirie? Est-ce que vous avez des contraintes particulières? Sur la voirie, on va dire que ça s'est largement amélioré depuis quelques années, là, avec tout le travail de la ville et de la métropole. Nos plus grosses contraintes, finalement, c'est comme tout doit passer par un hub. Aujourd'hui, le local qu'on a actuellement est arrivé à saturation. Donc, il nous en faudra un deuxième pour faire partir d'autres équipes et puis faire venir d'autres marchandises, puisqu'on se retrouve à faire du tri. Donc là, pour FedEx, par exemple, on trie 300 colis par jour. Donc le matin, il faut imaginer une surface sur laquelle s'étalent 300 colis pour pouvoir préparer les tournées. On fait un peu de stockage pour des clients qui ont des problèmes de stockage aussi. Donc ça, c'est aussi, je pense, un problème à prendre en compte. C'est que dans les futurs hubs, il faudra faire du stock déporté pour des acteurs de la ville, des commerçants, des choses comme ça. Mais globalement, à part l'organisation et le foncier, puisque là où on perd du temps, c'est sur les liaisons. Donc pour être efficace, il faut être bien centré dans la ville. Et voilà. Très bien, merci pour toute cette présentation et cet exposé. Maintenant, on va poser quelques questions à Aurélien Pouzin. Donc, vous êtes un acteur majeur du commerce et des courses à domicile. Vous avez testé la cyclo-logistique et avec un opérateur spécialisé pour les livraisons des courses à domicile. Pourquoi avez-vous eu recours à la cyclo-logistique et quelles étaient les principales raisons derrière l'arrêt de l'expérimentation? Bon, il y a plein de sujets dans la question. Forcément, comme je fais du e-commerce alimentaire, on se retrouve face à des problématiques, comme tu l'as expliqué, où en fait, chez moi, le panier moyen est élevé. On se retrouve avec un job où il y a de la pénibilité, où sur le marché lyonnais, j'ai la chance de détenir 35% de part de marché. Et je tiens à le dire, moi, j'ai racheté la société de livraison à domicile. Donc aujourd'hui, je ne suis pas un acteur dans un schéma fournisseur sous-traitant. Donc le fait d'avoir intégré la livraison à domicile dans mon entreprise modifie complètement mon regard aussi sur le job du dernier kilomètre. Donc pourquoi on s'est intéressé à la cyclo-logistique? Parce que ça fait sens, parce qu'on est en tant qu'entrepreneur dans l'obligation d'anticiper, de se poser les questions sur demain il se passe quoi. Aujourd'hui j'ai une flotte de camions assez conséquente. J'ai bien conscience en tant qu'entrepreneur de l'ensemble des modifications écologiques, environnementales, de fluidité de circulation dans laquelle il va falloir rentrer. Donc oui, on a fait les tests avec une entreprise, j'ai vu que son nom était dans les partenaires. Maintenant, voilà, il y a deux problématiques.
La première, la problématique financière. Le dernier kilomètre, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, dans mon entreprise, c'est moi qui l'assume parce qu'au-delà de 90 €, la livraison est gratuite. Donc les coûts logistiques avec chauffeur, flotte de camions, c'est moi qui les assume. Et deuxièmement, sur le côté praticité et volume. Donc tu l'as dit, hein, la pénibilité. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, un panier moyen, c'est à peu près 130 €. 130 €, ça va représenter l'équivalent de quasiment 3 caddies, si je vous parle en caddie, et de 6 bacs de préparation de commande, si on parle en outils logistiques que moi je vais utiliser dans l'entrepôt. Une fois qu'on s'est dit ça, on rajoute le poids par-dessus. On va dire une commande moyenne, c'est entre 70 et 80 kilos. Bon, voilà, aujourd'hui, moi, mes livreurs, ils savent accepter cette pénibilité-là. Elle est jouable. En revanche, sur une logique purement cyclo, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas la solution à court terme. Peut-être que le triporteur peut être une solution, le triporteur frigo, parce que moi, j'ai bien évidemment aussi ces notions-là à prendre en compte, les règles d'hygiène et de sécurité. Donc, on est quand même face à des problématiques multiples. Et je voulais revenir simplement aussi sur la question de la personne en ligne, sur l'histoire de concurrence déloyale, le travail, les réglementations sociales. Je pense qu'il y a quand même un très gros sujet parce que je me rends compte que ici, aujourd'hui, il n'y a aucun des acteurs de type Uber Eats, Deliveroo. Moi, j'ai rien contre eux. Par contre, ce que je dis ouvertement, c'est qu'il y a concurrence déloyale vis-à-vis de l'approche sociale. Aujourd'hui, mon entreprise n'embauche que des gens en CDI, aucun auto-entrepreneur. J'ai rien contre les auto-entrepreneurs, mais je suis désolé, le rapport est de quasiment 30% d'écart sur les charges patronales et sociales. C'est pareil pour Bicycle. Donc je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet de fond qu'il ne faut pas nier sur l'approche. Et quand tout à l'heure, David disait il faut qu'on crée des espaces conviviaux de solutions pour les gens qui font de la cyclo-logistique en centre-ville, c'est bien parce que Uber Eats, Deliveroo n'a aucune politique sociale, donc aucun enjeu sociétal. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai une mission sociale et un enjeu sociétal. Et ça fait partie de mon quotidien. Donc quand une entreprise comme Deliveroo ou Uber Eats nie ces aspects-là, je suis désolé, il y a une concurrence déloyale. Je le dis. Et si je peux rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce lieu n'a a priori pas lieu d'être si tout le monde était embauché, sachant que les locaux sociaux sont là pour accueillir les salariés et se reposer, etc. Exactement. Et puis c'est tout l'intérêt des rencontres qu'on organise à l'Université de Lyon et avec l'AET, c'est de parler de tous les sujets, de tout mettre sur la table et pouvoir discuter autour de ces sujets-là et sensibiliser l'ensemble des acteurs autour de l'ensemble des enjeux, que ce soit économiques, environnementaux et aussi sociaux et sociétaux qui sont très importants aussi. Donc merci de votre intervention, de votre exposé et de la richesse des éléments qu'on aborde. Donc on devait avoir Netram, la société Netram avec nous, mais malheureusement ils ne sont pas représentés aujourd'hui. Je vais quand même évoquer, parce que pour eux, la cyclo-logistique, ils ont une expérience positive avec les cyclo-logistiques. Donc Netram est une société qui est spécialisée dans la distribution de matériel informatique pour une clientèle d'établissements publics, type université et hôpitaux. Ils font appel à des opérateurs de cyclo-logistique. Ils sont passés d'un transport traditionnel à la cyclo pour plusieurs raisons. Ils évoquent la qualité de service, une meilleure réactivité pour répondre aux livraisons urgentes, une meilleure fiabilité, traçabilité, flexibilité. Et ils évoquaient aussi un point qui est particulier, c'est la facilité de livrer certaines zones complexes, type la Doua par exemple. Pour y accéder en véhicule, c'est très compliqué, le chauffeur se perd, alors qu'à vélo, il arrive à se retrouver très facilement. Donc je ne sais pas si Bicycle peut confirmer cette information-là. Bon, on a globalement pas trop de problèmes d'accès nulle part. Puisque à partir du moment où tout est normalisé, tout a été conçu pour passer entre les bites piétonnes, par exemple, et les pistes cyclables en général nous emmènent de partout.
Très bien. Donc là, on va prendre un premier temps de questions-réponses dans le cadre de cette table ronde. Donc je vais demander à la salle s'il y a des questions. Donc on a une question. Je vais juste vous inviter à ouvrir votre micro. On vous écoute. Blaise Robin, Société Carbag. Je me posais la question sur les infrastructures routières pour la cyclo-logistique dans les espaces urbains, entre le partage pour les cyclistes usagers du quotidien, tout ce qui est donc cyclo-logistique, puisque du coup, bien évidemment, vous avez des vélos cargo ou etc. un peu plus gros, et également le partage avec les autres usagers, les véhicules motorisés. Et comment en fait vous arrivez à gérer tout ça et à vous insérer dans l'espace urbain? Ouais, ça après c'est en fonction du véhicule que chaque coursier a. Alors c'est sûr qu'à vélo par exemple, nous on roule globalement plutôt à 40-50 et du coup quand c'est des pistes cyclables où il y a beaucoup de flux d'usagers, on va dire du quotidien, on préfère rester sur la route puisqu'on est moins gêné puis on va aussi vite que le flux des voitures. Après, avec les vélos cargo, vélos remorques, donc ça se faufile, c'est très facilement sur les pistes cyclables. Après, c'est sûr qu'il faut souvent, pour sortir, pour se stationner, voilà, il y a un moment qu'on s'extirpe de ces pistes. Donc, soit après, il y a des places de livraison qui sont à l'étude là sur Lyon, soit il y a après, on stationne sur les trottoirs, parce qu'on n'a pas trop d'autres solutions, ou entre deux voitures, mais après ça peut gêner les voitures aussi. Et après, en triporteur, où là où on prend beaucoup plus on occupe l'ensemble de la piste, la largeur de la piste. Donc là, c'est pareil, quand les pistes sont beaucoup utilisées, en général, alors ça roule beaucoup moins vite aussi, hein, un triporteur ça roule entre 15 et 20 maximum. Donc on arrive à suivre le flux. Par contre, on peut effectivement, quand il y a des pistes très utilisées, gêner la visibilité de ceux qui nous suivent, qui voudraient passer, etc. Les contresens cyclables sont quasiment à proscrire parce que souvent, déjà à vélo, on a du mal à se croiser. Donc avec un triporteur, c'est encore plus compliqué. Hein, et notamment, j'ai un petit triporteur qui tourne sur la presqu'île et tous les contresens cyclables, en général, il faut s'arrêter pour croiser un véhicule. Mais globalement, voilà, c'est à la bonne intelligence de chaque coursier de faire son choix de route. En général, ça se passe plutôt bien. Et les voitures ont de plus en plus l'habitude, même s'il reste des petits réflexes, je tourne à droite sans clignotant par exemple, qui restent présents. On n'a pas trop d'accidents, beaucoup moins qu'au tout début où les accrochages pouvaient arriver. Là, maintenant, l'espace a l'air de se partager en tout cas. Et encore, moi, je trouve qu'avec les doubles sens cyclables, on énerve un peu les automobilistes, entre guillemets, parce que, voilà, moi, je fais les deux. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est pas du tout... voilà, on se demande... la rue parallèle va dans l'autre sens, on se demande pourquoi on a mis un contresens cyclable sur la rue qui est dans le mauvais sens. Donc, voilà. Globalement, ça se passe bien. Merci pour la réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Bonjour, Benoît Kiffer. Je rebondis sur ce que vous disiez sur Uber Eats et leur absence de politique sociale qui entraîne une forme de concurrence déloyale. J'en vois une autre autour de ce genre d'entreprise, qui est le fait qu'elles sont dopées au cash d'investisseurs. Donc on voit arriver aujourd'hui des entreprises, j'en ai vu une encore cette semaine arriver à Lyon, qui peuvent se permettre de faire des pertes sèches de 1-2 millions d'euros par an. Je ne vais pas citer de nom, mais elle s'appelle notamment Urbit. Voilà. Alors, c'est pas une critique, je ne sais pas s'il travaille bien, j'en sais rien, mais comment est-ce que vous, je pense notamment à M. Marcelin chez Bicycle, comment vous voyez l'arrivée de ce genre de concurrents qui ne jouent pas forcément dans le même cours, qui ont du cash à cramer, et quels avantages vous mettez en face, vous, pour pas perdre vos parts de marché face à ce genre d'acteurs? Juste une chose, on parle d'Urbi, moi c'est Urbi. Non, Urbit. Et Urbit, qui est effectivement quelque chose de différent. Oui, tout à fait. Je ne parlais pas d'Urbi, on est tout à fait d'accord. Et donc, Urbit m'ont consulté pour savoir si on ne pouvait pas travailler pour eux. Parce que comme effectivement, ils ont du cash, ils prennent des parts de marché, mais derrière, ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas de coursier, ils n'ont pas de matos, ils ne savent pas faire.
Donc nous, notre politique depuis le début, c'est de faire de la qualité. Donc c'est pour ça que ça fait 17 ans qu'on est toujours là. Donc on dit pas oui à toutes les demandes qu'on a. Et on ne va pas forcément sur tous les... Alors, et encore la livraison de courses, je pense qu'on sera amené à y venir parce que c'est un gros marché, etc. Mais Urbit, par exemple, ça va vite. Eux, ils ont pris des parts de marché parce que voilà, ils ont les moyens, ils ont une bonne équipe qui va chercher des contrats. Et puis derrière, quand ça redescend dans les villes, ils ont un dépôt parce qu'ils n'ont pas de souci pour prendre du foncier. Et nous, voilà, depuis la création, on s'autofinance, on n'a jamais... Enfin, on a eu des aides, mais je veux dire, ça ne nous a jamais financé tous nos développements. Donc, on se développe au fur et à mesure de nos capacités. Et c'est vrai que c'est un petit peu énervant de voir des choses, surtout qui se montent, et puis que dans 2 ans, on ne sait même pas s'ils seront toujours là. Voilà, moi, c'est ce qui m'embête le plus. Je me permets, moi, de rebondir sur cet aspect-là. À Lyon, vient d'arriver dans mon secteur, la grande distribution, un acteur qui s'appelle Everly, 600 millions d'euros de levée de fonds au bas mot. En ce qui me concerne, forcément, je suis extrêmement attentif à ce qui se fait, à ce qui se vit, donc je les teste tous. Everly, je viens de le tester à Lyon. Bon, clairement, j'ai été livré par un sans-papier. Mais ça m'a permis aussi de voir l'envers du décor et de le questionner intégralement. Il a répondu à toutes mes questions. Donc moi, voilà, en tant que dirigeant, si j'avais eu une caméra cachée, sérieusement, j'aurais pu faire beaucoup de mal, parce que mais ce que j'ai vécu, c'est inacceptable sur toute la ligne. Le mec est auto-entrepreneur, il explique qu'il est payé en billets de 10 euros. Qu'il n'y a rien, j'ai parlé de toute la chaîne, hein, protection sociale, tout. Il me dit non, il n'y a rien, j'ai rien de tout ça. Le mec fait 2 commandes par jour, c'est misérable. Mais de l'autre côté, ces gens-là ne respectent pas les règles que l'État impose à la grande distribution. C'est-à-dire, il y a des règles GA, il y a des règles je n'ai pas le droit d'acheter la clientèle, alors qu'en fait, ces gens-là achètent la clientèle. C'est-à-dire que moi, j'ai faim d'avoir eu plein d'erreurs sur ma commande pour pouvoir tester le SAV et la hotline. Ils se sont posés aucune question. Ils m'ont remboursé ma commande. Commande à 120 euros. Je veux dire, il y a un énorme problème. Moi, à l'échelle de mon magasin, je suis actuellement en France le meilleur en taux de service. Jamais je rembourse la commande d'un client. Je n'ai pas besoin d'acheter mes clients parce que le travail est fait correctement. Mais de l'autre côté, venir dire à des clients potentiels, passe par Everly parce que tu vas gagner du temps ou je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Pardon, mais il n'y a rien. Et est-ce que, en tant que client, c'est ce que disait Perico Lagasse, acheter c'est un acte politique? Ben, c'est horrible à dire, mais là, en l'occurrence, acheter devient un acte politique. Est-ce que oui ou non, je favorise un acteur qui ne respecte pas les règles sociales françaises, ou est-ce que je travaille avec des gens, et moi je suis exactement comme Bicycle, hein. Système U, c'est une coopérative. L'argent, ce sont des fonds privés. C'est pas Système U qui paye. C'est ma plateforme, elle est dirigée. On est 10 chefs d'entreprise pour pouvoir financer un entrepôt. J'ai pas 600 millions d'euros de cash. Voilà. C'est un problème, hein. Et justement, pour rebondir à cela, est-ce que, donc là, on a une remarque de Julie Raffaillet qui insistait sur la nécessité de sensibiliser les consommateurs et les consommatrices sur les dangers que cachent les livraisons pas chères et gratuites. Donc, je pense qu'il y a un enjeu très important à régler là-dessus, et il y a peut-être un travail aussi à faire avec les collectivités locales et avec les pouvoirs publics de manière plus générale pour travailler une réglementation qui va inciter à remédier à ces problématiques-là. Une question à Monsieur Pouzin, est-ce que vous avez des réflexions pour développer des projets de cyclo-logistique autrement? En fait, je ne devrais pas le dire, mais comme mes concurrents ne sont pas là... Ah si, je vais le dire. En fait, j'ai la chance d'être appuyé. Les magasins Super U sur le centre-ville de Lyon, aujourd'hui, c'est un peu plus de 14 magasins. On ne fait que de la proxy. On est sorti du centre-ville, donc je suis installé à Saint-Priest pour gérer le e-commerce. Mais le sens de l'histoire, c'est peut-être aussi de revenir à la proxy.
Et aujourd'hui, je vais travailler parce que 4 magasins Carrefour vont devenir des magasins Super U, donc je vais monter à 18 magasins sur le centre-ville de Lyon. Je vais retourner vers de la livraison proxy parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a tout ce qu'on appelle le quick commerce qui est arrivé dans le centre-ville avec des acteurs comme Cajoo, Gorillaz, peut-être que c'est des noms qui vous parlent, Flink, Getir, bref. Du quick commerce, c'est vraiment un business model. Là encore, là on parle carrément en milliards d'euros en levée de fonds, avec des boîtes qui perdent des centaines de millions par an, moi je tiens à le dire. Incompréhensible, bref. Mais je suis obligé d'être vigilant, d'être attentif. Donc j'ai vocation à retourner vers le centre-ville à travers des solutions de quick commerce sur lesquelles je vais travailler, qui devraient m'amener vers le cyclo. Donc moi, en fait, à l'échelle de courseu.com, puisque c'est la solution digitale, la commande digitale va passer par moi. Et mon but, c'est de pouvoir structurer une offre cyclo, dernier kilomètre, centre-ville, pour en fait montrer que la grande distribution réagit. Alors on peut dire oui, Carrefour a investi combien, 40 millions d'euros dans Cajoo. Ok, on verra ce que ça donne. J'ai pas 40 millions d'euros à mettre. Mais par contre, je vais le structurer intelligemment avec respect des règles sociales, valeurs sociétales pour mes salariés, accompagnement de mes salariés sur, je dirais, sa carrière professionnelle. Chez Système U, 33% des directeurs sont d'anciens préparateurs de commandes, sont d'anciens, ce qu'on appelle ELS chez nous, un employé libre service, c'est-à-dire quelqu'un qui a démarré en bas de l'échelle. Et votre humble serviteur en est l'exemple. Donc voilà, on a un rôle sociétal. Donc oui, je vais revenir vers le centre-ville. Merci pour cette information exclusive. Exactement. Donc on va poursuivre notre tour de table ronde et on donnera la parole à monsieur... on a une autre question. Est-ce qu'on peut la prendre? Je suis navrée, on va devoir interrompre la séance. Mais gardez les questions. On va reprendre encore une nouvelle séance de questions-réponses. Donc, on donnera dès à présent la parole à monsieur Bruno Sanlaville. Donc, vous êtes un spécialiste de la livraison urbaine des produits pondéreux, du coup, et vous proposez des solutions cyclologistiques à vos clients. Quelle est la place de la cyclologistique dans votre activité? Par quels moyens mettez-vous cette solution en œuvre? Et quelles sont les principales contraintes également que vous rencontrez dans l'exercice de cette activité? Alors, nous sommes une filiale de la Poste et de la Banque du Territoire. Nous sommes une start-up à l'échelle du groupe puisqu'on a été créé en 2018. Et l'intention première est d'avoir une action forte de décarbonisation des cœurs de ville en mutualisant les livraisons, avec une organisation assez originale, puisqu'on est une infrastructure qui a une infrastructure en périphérie des villes, qui nous permet, au travers de centres de mutualisation, de massification, d'engager de la marchandise pour ensuite la mutualiser avec des moyens à faible émission dans la ville. Et le corollaire de cela est aussi le fait que nous avons des ELU, en l'occurrence un à Lyon, un espace logistique urbain qui nous permet de faire partir, à partir de cette infrastructure, des dispositifs beaucoup plus légers, et en l'occurrence de la cyclologistique. Donc comme je le disais tout à l'heure, la cyclologistique n'est pas vraiment notre métier de base. En revanche, elle vient en complément de notre activité. Nous massifions, nous sommes un commissionnaire de transport, nous massifions pour le compte de clients transporteurs qui nous apportent de la marchandise. Donc 10 transporteurs vont nous apporter la marchandise le matin et on va aller livrer dans le cœur de ville avec peut-être 3-4 camions, ce qui de fait mathématiquement permet des réductions, en tout cas de tout un tas d'externalités négatives. Et puis derrière, on va aussi, au travers de notre ELU, eh bien, aller sur certains secteurs, alors alimentation, CHR, centre hôtel, café, restaurant, avec de l'alimentaire à température positive, et on utilise nos cargo-cycles pour faire ce type-là de livraison dans les hypercentres et les zones à forte densité. Et clairement, tout ça est une nouvelle demande des clients, d'avoir cette action-là en cargo-cycle. On intervient sur d'autres acteurs. Alors, on est surtout sur une activité B2B dans un mode tourné. Puisque tout à l'heure on évoquait, il y a quand même sous-jacent à tout cela un modèle économique. Nous aussi, nous avons comme collaborateurs que des salariés. Nous avons cette dimension éthique qui est très importante pour l'entreprise.
Et donc tout cela, eh bien effectivement, ça conditionne des volumes, ça conditionne un espace géographie le plus court possible pour avoir de la densité à la livraison, toujours dans cette logique de modèle économique. Et le paradoxe de tout ça, c'est que nous rencontrons d'énormes difficultés à trouver des salariés actuellement pour faire ce job-là, qui est un job de livreur, soit en cargo cycle, soit en VL, ou voire même en PL. Je vous en parle pas, pour les PL, c'est encore plus difficile. Donc c'est un peu le paradoxe de cette histoire, c'est qu'on rencontre quand même des difficultés à recruter et à maintenir un vivier de collaborateurs suffisamment dense pour anticiper l'avenir. Donc c'est tout le paradoxe aussi de notre industrie. Et selon vous, qu'est-ce qui empêche, pourquoi il y a une difficulté à trouver des chauffeurs-livreurs? On l'a déjà évoqué tout à l'heure, la pénibilité du travail. Urbi est spécialisé davantage sur tout ce qu'on va appeler le pondéreux. Alors le pondéreux, c'est quoi? C'est le plus de 30 kilos. C'est manipulation de palettes, c'est manipulation de colis en vrac de plus de 30 kilos. Donc évidemment, la répétition de tout ça fait qu'on est sur des métiers qui sont des métiers un petit peu durs. On subit les intempéries. La météo fait quand même que c'est pas tellement évident. Alors pour les gens qui sont dans la partie cyclo, mais également pour les autres acteurs du transport traditionnel, puisque on le sait que pour rentrer dans la ville, ça devient extrêmement compliqué quand vous avez 4 roues. Et ça l'est encore plus quand vous avez un tonnage important, puisque notre flotte, elle est plutôt plus de 50% de véhicules un peu lourds, 20 mètres cubes avec haillons, 12 tonnes, 19 tonnes. Donc on est loin de la cyclo-logistique. En revanche, la cyclo-logistique va intervenir sur les derniers 3 km, puisque on va dire qu'à partir de notre élu, on est capable d'alimenter jusqu'à concurrence de 200-250 kg, un périmètre de 3 km autour de notre élu qui est situé sous les Alpes-Bocuse. Donc on est vraiment dans une logique de complément d'offres. D'accord, donc il y a une complémentarité entre le transport traditionnel et la cyclo-logistique dans votre exercice d'activité. Et on est presque complémentaire avec Bicycle dans le sens où il est plutôt orienté sur le petit colis et nous sur le colis pondéreux, et voire même il peut même avoir des velléités à confier du fret un peu plus pondéreux, parce qu'on sait que pour prendre des marchés, bon nombre de clients souhaitent avoir l'exhaustivité de la réponse lorsqu'ils nous interrogent. Et moi, je crois beaucoup à l'avenir à cette notion de mutualisation des flux, des surfaces, etc. Parce que sans cela, ce ne serait que des vieux pieux si on continue à fonctionner en silo. Donc une mutualisation des ressources aussi. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait, on essaye de faire depuis 3 ans. Vous voyez, la majeure partie de nos clients sont des transporteurs qui ont pignon sur rue, que vous connaissez, des XPO, des GEFCO et autres, qui ne souhaitent plus aller dans le centre-ville, mais qui confient à Urbi sous marque blanche l'alimentation de ce dernier kilomètre. Très bien, merci beaucoup pour cet exposé. Donc, à présent, on donnera la parole à Cécile Bossière. Donc, vous êtes chef de projet au groupe CERL. Donc, nous observons que les opérateurs de la cyclo-logistique manquent d'espace logistique urbain et rencontrent des difficultés dans l'usage de la voirie. C'est ce qui ressort aussi des témoignages. Est-ce que vous travaillez avec ces opérateurs-là pour leur proposer des réponses en adéquation à leurs besoins? Et est-ce qu'il y a aussi un travail avec les collectivités mené sur ce sujet-là pour penser l'aménagement des accès réservés à la livraison urbaine? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre sur l'ensemble des opérations d'aménagement. En général, nous, on a des opérations d'aménagement qui sont assez localisées. Donc, ça pose la question d'un aménagement d'ensemble qui est plutôt le rôle des collectivités. Par contre, dans nos opérations d'aménagement, effectivement, se pose la question de la logistique, au même titre que les flux de personnes. Et selon les opérations et selon les sujets qui se posent dans les opérations, on va plus ou moins loin dans le fait de travailler avec des acteurs et le fait de travailler sur ce sujet en particulier. Donc, je vais vous donner l'exemple de Gratte-Ciel Centre-Ville, qui est l'opération dont je m'occupe et qui est celle sur laquelle on pousse le sujet le plus loin. L'opération Gratte-Ciel Centre-Ville, c'est une opération qui vise à doubler le centre-ville de Villeurbanne, qui donc aujourd'hui est un centre-ville qui fait à peu près 8 hectares, avec une centaine de commerces, à peu près 2000 logements et pas mal d'équipements publics. Et donc l'opération de ZAC vise à le doubler en surface, donc 8 hectares, et on va avoir environ 850 logements, une cinquantaine de commerces supplémentaires, plus des équipements publics assez importants, donc un lycée de 1200 élèves, un groupe scolaire, un cinéma et un pôle jeunesse.
Et donc s'est posé assez vite la question de la logistique urbaine dans ce quartier qui sera en plus en grande partie piéton au niveau des espaces publics et où donc on aura un grand nombre de personnes qui vont probablement acheter en e-commerce, plus la livraison de tous ces équipements, un peu de bureaux aussi, j'avais oublié, et les commerces. Et en face, on a un sujet qui est celui de la livraison des commerces existants parce que le quartier va être piétonnisé. Donc il y a un peu un double sujet. Donc en fait, on mène une réflexion depuis 2 ans avec notamment le propriétaire des commerces existants et des futurs commerces, parce qu'on a la chance d'avoir un seul et même propriétaire qui est une SEM, donc la Société Villeurbannaise d'Urbanisme, qui est une SEM majoritairement communale, on va dire, et qui a une vision d'ensemble sur ces commerces et qui souhaite réfléchir cette livraison du dernier kilomètre. Donc, dans l'opération d'aménagement gratte-ciel, on avait la chance de pouvoir réfléchir la conception des bâtiments avec les promoteurs et d'intégrer possiblement un hub de logistique dès la programmation du projet. Donc, on a réfléchi, donc on a rencontré Bicycle et d'autres acteurs de la cyclo-logistique pour savoir comment dimensionner un tel espace de logistique de proximité. L'idée étant que les camions puissent rentrer dans le bâtiment, en ressortir, qu'il y ait du stockage. Donc les véhicules arrivent dans ce bâtiment, déchargent et les cargaisons sont récupérées par des vélos cargo qui ensuite livrent le quartier, donc la ZAC et le quartier existant. Tout ça faisant à peu près 1 km de long. Donc des espaces publics qui sont libérés très majoritairement des véhicules. Et on a donc cette question des bâtiments et la question des espaces publics avec l'aménagement des espaces publics, la gestion des espaces publics. Parce que donc ils seront piétons, on a un tram qui va passer dedans, donc comment on gère quand même les quelques livraisons qui restent, comment on gère la circulation des vélos, et comment on peut réfléchir aussi la question de la reverse logistique avec les flux de déchets, de biodéchets prochainement. Enfin voilà, ça génère un certain nombre de questions qui en fait sont à la fois du fait de l'aménageur. Enfin, l'aménageur se pose ces questions, l'aménageur a la chance d'être un acteur qui parle à beaucoup d'autres acteurs de la ville en fait et qui peut impulser aussi des réflexions et des actions, et on est aussi les garants des politiques publiques. Donc oui, on discute beaucoup bien sûr quasi quotidiennement avec les collectivités, donc la métropole et la ville, pour mettre en œuvre sur le quartier les politiques publiques, parce qu'on a la chance dans ce quartier de faire une espèce d'expérimentation grandeur nature sur des modèles techniques de gestion financiers et juridiques. Merci Cécile pour cette réponse. Donc là, on va passer à notre dernière séance de questions-réponses. Et on a reçu quelques questions. Donc on a une question pour Monsieur Aurélien Pouzin, donc, parce qu'il a une contrainte et qu'il va devoir partir à 16h. Donc Julie Raffaillet qui dit que ces nouveaux venus Quick Commerce bénéficient de gros investisseurs. En effet, s'adosse à des dark stores en ville. Est-ce que c'est optimal? Quel modèle logistique derrière cela pour une livraison toujours plus rapide? Est-ce que c'est opportun, raisonnable? Personnellement, j'ai encore beaucoup de mal sur le business model du quick commerce. Effectivement, ils fonctionnent en dark store. Donc dark store, c'est un établissement dans le centre-ville de Lyon. Ils ont des beaux commerciaux, mais interdits au public. Ils ont en général 2000 références. Moi, j'appelle ça vraiment le marché de l'apéro, parce qu'effectivement, c'est du dépannage entre 18h et 22h. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, quand on voit les levées de fonds pour faire des paniers qui se situent autour des 20 €, en fait, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi un acteur qui lève 1 milliard d'euros ne vient pas en concurrence frontale avec moi sur de la livraison à domicile avec des paniers qui sont autour de 130 €. C'est quand même beaucoup plus intéressant, voilà, parce que je suis une structure rentable alors que je n'ai pas levé 600 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est des puissants fonds, leur structure. Après, on disait pareil d'Amazon il y a 20 ans en arrière, donc je suis quand même prudent dans ce que je dis. Il faut observer. Moi, ces gens du quick commerce installés sur Lyon, je les ai testés. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne savent pas faire le métier, qui ne connaissent rien et qui, en fait, ne font que payer le client pour acheter de la data, revendre de la data. Il n'y a aucune logique commerçante. Il n'y a aucun parti pris ni de choix sur les produits qu'ils vendent. Donc,
Ouais, il y a une prudence à avoir. Pour moi, le sujet numéro un, si on reste focalisé sur la cyclo-logistique, c'est que tous, autant qu'on est, on respecte les mêmes règles. Et je viens inclure là-dedans Amazon, parce qu'ils vont arriver, et qui font partie des gens qui, aujourd'hui, ne respectent pas les mêmes règles que nous, tant d'un point de vue fiscal, que d'un point de vue social, que d'un point de vue sociétal. Je connais très bien l'envers du décor, parce que c'est mon voisin. Donc je peux en parler, c'est pas le sujet. En revanche, je le dis et je le redis, ayons les mêmes règles, soyons des concurrents, mais avec les mêmes règles du jeu, fiscales, sociales, et quand on est un dirigeant, je dirais un peu transparent, un enjeu sociétal. Merci pour cette réponse. Et nous, on a aussi une question. On aimerait savoir que se passerait-il si le volume des produits traités par la cyclo-logistique se multipliait par 10 ou par 20 ? Quels seraient les besoins en matière d'immobilier? Quelles seraient les difficultés techniques ou RH qu'on pourrait rencontrer? Quel aménagement de l'espace on devrait mettre en place, selon vous? Moi, je pense que ça peut être très compliqué. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut qu'on travaille ensemble avec tous les acteurs, puisque plutôt que d'avoir chacun sa flotte et de faire du one-shot des fois, etc., on peut mutualiser tout ça, vraiment remplir les cargos, les triporteurs, etc., et sur un trajet, même faire de la reverse. Comme ça, voilà, le trajet est optimisé. Et puis on ne multiplie pas par 20 le nombre de véhicules, puisqu'on aura le même problème qu'avec les voitures après. On peut imaginer que pour 3 camions de 10 mètres cubes, là, donc les sprinters que vous voyez tous, nous, pour remplacer un camion, il nous faut 3 vélos cargo, 3 triporteurs, pardon, et jusqu'à 6 vélos cargo. Et en faisant, voilà. Donc, si tout se multiplie par 20... Oui, ça veut dire multiplier les surfaces au cœur des villes. Donc, quel est le modèle économique ? Ça veut dire aussi revoir les modèles avec peut-être des hubs mobiles, voilà, on peut avoir des hubs fixes. Ça veut dire revoir aussi la logique d'occupation de la voirie. Voilà, s'il faut approvisionner un essaim de vélo sur du hub mobile, où est-ce qu'on le pose, le hub mobile ? Est-ce qu'on a accès dans la ville à nos 4 roues un peu lourds ? Voilà, tout ça c'est une réflexion collective en fait. Aujourd'hui, je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais je tiens à dire que la métropole de Lyon, la ville de Lyon travaille sur les notions de ZFE. Système U est le seul groupe à participer aux réunions. Il n'y a aucun de mes autres confrères qui sont présents. Aucun. C'est quand même assez surprenant parce qu'on est sur des enjeux colossaux. C'est-à-dire que oui, Système U rentre dans le centre-ville de Lyon aujourd'hui avec des semi-remorques. Est-ce que demain, ils doivent continuer à le faire ? Je ne sais pas. Oui, il y a un enjeu de politique, d'écologie. Mais mes confrères, ils sont soumis aux mêmes règles. Ils vont les subir, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur sujet. C'est extrêmement surprenant. Les réunions de concertation ont démarré il y a un peu plus de 6 mois. Elles vont reprendre là dans les prochaines semaines. Voilà, on est les seuls à être présents. On essaie d'anticiper le sujet. Mais il est énorme parce que tu parles d'un sprinter. Moi, je parle à l'échelle d'une semi-remorque. Parce que pour livrer un magasin qui va faire en centre-ville, qui fait 15 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, il a besoin d'une semi-remorque tous les 2 jours. Et je te parle là que des produits secs. Si derrière, j'enchaîne sur les produits frais, c'est quoi la logique de livraison de produits frais, sachant que là, le camion, il va être bitempérature pour pouvoir correctement respecter la chaîne d'appro. C'est énorme, en fait, en termes de volume. Et clairement, il n'y a pas à court terme l'immobilier pour faire face et générer ou gérer un hub qui soit capable de gérer ça. Après, je pense que vos confrères ils s'intéressent au sujet, mais le problème, c'est que chacun essaie d'anticiper dans son coin sans qu'il y ait d'intelligence collective et de discussion, de débat, d'échange autour de ce sujet-là ensemble. Oui, et puis la différence avec mes confrères, c'est qu'ils sont parisiens. Nous, en tant qu'entrepreneurs lyonnais, on est concernés par notre ville. Ça nous intéresse, donc on participe. Mes confrères sont effectivement en mode au niveau managérial, pas du tout gérés de la même manière que nous. Par contre, je pense qu'ils vont se prendre un petit retour de bâton parce qu'à un moment, on va leur dire « Ah, c'est comme ça. Ah oui, mais j'ai pas bah oui, tu n'as pas participé.
Donc changement de contexte, changement de livraison, changement de planning, les impacts sont énormes à nos échelles à nous. Grégory, vous parlez de travailler ensemble. Comment vous imaginez le travail ensemble et le partage, la mutualisation des ressources à l'échelle d'une ville? Et bien là, c'est pareil, il faut qu'il y ait un moment, un acteur, je pense, a priori public, qui réunisse les acteurs privés, puisque sinon, malgré tout, en tant que privé, on reste concurrent. Et si on veut construire quelque chose qui fonctionne et sur lequel on ne soit pas concurrent, et que chacun arrive à faire son chiffre d'affaires, etc., je pense qu'il faut que ça soit chapeauté par quelque chose qui nous réunisse et puis déjà qui consulte des privés volontaires, puisqu'on ne peut pas l'imposer. On peut pas. Moi, je suis ouvert à ce genre de choses. Je suis sur beaucoup de groupes de travail. Et pour rebondir tout à l'heure avec ce qui se fait au 107, moi aujourd'hui, le problème que je rencontre avec ce genre de groupe de travail, c'est que moi, ça fait 17 ans que je me pose ces questions et qu'on se les repose maintenant parce que le volume augmente. Et du coup, moi, je suis toujours dans cette logique de j'ai mon business à développer. Et c'est pas que je veux pas rentrer dans ces groupes de discussion, mais à partir du moment où c'est pas régi et qu'on ne met pas en commun nos savoirs pour servir la collectivité, on ne peut pas y arriver, parce qu'il y a toujours l'enjeu concurrentiel. Tout à fait. Cécile, est-ce que vous voulez réagir en tant qu'aménageur qui peut proposer des espaces, vu que là, on va manquer d'espace? Alors justement, c'est pour ça qu'on va expérimenter à gratte-ciel, parce qu'on n'a pas encore de modèle économique non plus. Là, en l'occurrence, on a un acteur qui est la SVU, qui est propriétaire de tous les commerces et qui a accepté de transformer des cellules commerciales en espaces de logistique de proximité. Ils ne savent pas encore combien ça va leur coûter, comment ils vont réussir à créer un modèle économique pour ça. Donc l'idée, c'est d'expérimenter dans les gratte-ciel existants pendant les quelques années avant la livraison des nouveaux commerces pour essayer d'ajuster les services qui sont proposés dans cet espace logistique de proximité, peut-être trouver des bonnes solutions pour perdre moins d'espace pour la giration des camions. Parce que là, aujourd'hui, on a dessiné un espace logistique de proximité de 1000 m². Sur les 1000 m², il y a genre 800 qui sont pour la giration des camions à l'intérieur du bâtiment, ce qui est un peu dommage en termes de valorisation du foncier en centre-ville. Donc là, on a fait un premier dessin pour pouvoir déposer les permis. Ils seront sans doute modifiés, mais il y a vraiment un enjeu à faire de l'expérimentation sur ça. Parce que, en tout cas, c'est le problème, c'est qu'il faut des espaces en centre-ville, c'est ça qui est intéressant, et que c'est là que ça coûte cher, et c'est là qu'on en a peu. Par contre, de l'intégrer dès le début, je pense que ça, c'est un vrai enjeu d'utiliser les rez-de-chaussée, et de penser la logistique de proximité comme un enjeu programmatique, comme on le fait pour les équipements, comme on le fait pour les commerces. Moi, je voulais juste souligner que j'étais bien content que ça soit réfléchi en amont d'une construction, parce qu'aujourd'hui, on détruit beaucoup d'entrepôts, beaucoup de plateformes qui auraient pu être transformées en plateformes logistiques pour construire des immeubles d'habitation, etc., sans jamais remplacer l'espace détruit. Et là, que ça soit intégré dans un programme neuf, il y a d'autres projets là qui intègrent aussi la logistique maintenant. Je pense que ça va devenir la tendance, mais on n'a pas trop le choix. Mais jusqu'à maintenant, voilà, c'était pas pris en compte. Par exemple, la Pardieu, on aurait pu faire plein de choses. Voilà. Et juste, pardon, je rajoute quelque chose. Dans la prise en compte, je rebondis sur ce que quelqu'un a dit tout à l'heure sur la sensibilisation. Les architectes ont proposé une façade de cet espace logistique de proximité qui est traité comme les façades des commerces. Donc il y aura des grandes vitrines en fait qui donneront à voir la logistique à l'intérieur. Parce que notre idée, c'est pas de cacher la logistique et de faire des dark stores, c'est de montrer, que les gens, et ça s'est vu d'ailleurs pendant le confinement là, que les gens ont découvert qu'il fallait de la logistique pour qu'il y ait à manger dans les supermarchés. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'il faut de la logistique, qu'elle est là, qu'elle est présente, de la rendre plus visible. De la rendre plus visible. Et le fait de rendre plus visible notamment la cyclo-logistique est super important. Ça sensibilise les gens parce qu'on les voit plus. On voit plus les flux se déplacer devant nous et pas que très tôt le matin ou le soir où on est dérangé par des camions alors qu'on est en train de dormir. Donc, on a des questions. On va commencer par des questions. Donc, je pense au fond de la salle, il y avait une question tout à l'heure. Donc, c'est à vous.
Est-ce que vous pouvez juste ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Je suis vert, ah, c'est bon. Parfait. En fait, je voulais revenir sur le concept de concurrence déloyale. En fait, ce qui se passe, c'est que le client regarde le prix de la course. Hein, je pense que tout le monde est d'accord. Et je veux savoir qu'est-ce qu'il fallait définir pour que ces clients prennent en compte cette concurrence. Est-ce qu'il fallait faire une loi comme en Espagne où en fait Deliveroo va partir parce qu'en fait on va demander que tout le monde soit en CDI, ou faire un maximum de communication, ou demander que tout le monde ait un label RSE. Enfin voilà. Est-ce que vous réfléchissez à ça chez Système EU ou chez... Moi, j'ai suivi de très près effectivement les annonces à la fois au Royaume-Uni et en Espagne, à savoir que tous les auto-entrepreneurs ont été retraités en salariés CDI temps plein. Moi, personnellement, je vous le dis, je suis favorable parce que oui, il y a concurrence déloyale. Aujourd'hui, moi, je paye mon personnel entre 30 et 35% plus cher que si je prenais que des auto-entrepreneurs à l'année. Rien ne m'en empêche. Rien. Si, ma conscience personnelle, éthique, par rapport aux valeurs dans le groupe. Donc oui, ça pose problème. Donc tout à l'heure, quand on disait qu'il faut mettre en place des groupes de concertation menés peut-être sous l'égide de l'administration publique, ouais, je suis pour, parce que c'est aux politiques d'acter qu'il y a quand même un dysfonctionnement social. Et puis, il faut se le dire, on n'a pas utilisé le mot, précarisation de l'emploi. Ah ouais, faut dire les choses. Donc, parce qu'auto-entrepreneur, vous entrez, vous sortez, on vous jette, vous revenez. Y a aucune... Comment vous payez un loyer quand vous êtes auto-entrepreneur? Il n'y a pas. Moi, aujourd'hui, quand j'offre un CDI à mes salariés, c'est parce que pour la plupart, le CDI est le gage de ce qui leur permet de donner à un bailleur le couvert et le toit et le couvert. Donc, ouais, moi, je suis vraiment pour ce changement-là. Et moi, je pense qu'il y a un problème aussi à soulever, c'est qu'on habitue les gens, les consommateurs, à ne pas payer les livraisons, ou très peu cher. Et on ne se rend pas compte que la livraison, ça coûte très cher. Tout se passe la nuit, tout se passe très tôt le matin, on ne voit rien. On a son colis le lendemain dans sa boîte aux lettres ou chez soi. Le problème, c'est que quand vous avez payé 2,50 € une livraison de ce type-là, qu'est-ce qu'on fait avec 2,50 €? Ça ne paye même pas le fait d'appuyer sur le bouton pour enregistrer et traiter la commande. Donc voilà, et je pense qu'il faut peut-être déjà que dans le transport, les marges sont faibles, puisqu'on gagne de l'argent en mutualisant et en remplissant tous les véhicules. Donc, tant qu'on ne réfléchit pas à peut-être un minimum, ou en tout cas que les donneurs d'ordre et clients de tout ce système logistique payent le prix qu'ils devraient payer, quitte à l'offrir à leurs clients à eux. Mais après, il y a un prix à payer. Une certaine transparence sur le service. Montrer les choses, les dire, et puis si vous demandez à un consommateur, plutôt que de faire un choix pour une livraison un peu plus éco-responsable plutôt qu'une autre, même si c'est pour payer un petit peu plus cher, soyons transparents, et qu'il y a aussi une problématique vis-à-vis des marques à afficher ce genre de choses. Les donneurs d'ordre, je parle essentiellement sur le e-commerce. Il y a toute une rééducation à faire des gens. Par le passé, les gros du e-commerce ont tiré très fort en disant voilà, je propose un abonnement et vous ne payerez plus votre livraison. Eh bien, tout le monde l'a intégré comme quoi la livraison était gratuite. Or, nos métiers sont un ensemble de maillons humains, moyens, matériels, etc. Mais la seule partie visible de l'iceberg fut quand l'épisode Covid est arrivé, qu'on a été sur le point dur et que, au final, les rouages de nos organisations se sont grippés, que ce soit pour l'alimentaire ou le non-alimentaire. On reprend les questions. Merci de vos réponses. Olivier? Oui, bonjour, merci Laïla. Olivier Klein, donc du laboratoire Aménagement, Économie, Transport. Je voudrais juste relier les deux tables rondes, celle-ci, où vous constatez la difficulté finalement que vous avez à vous rencontrer et à rencontrer les autorités locales, etc. Et puis la précédente où, par exemple, David faisait état des expérimentations du 107. Modestement, nous, on essaye, en tant qu'universitaires, de se placer en appui
aux différentes expérimentations. Et il y a un certain nombre d'initiatives, celle qu'a relatée David au 107. On va essayer de lancer des choses. On va par exemple essayer de lancer, sans doute ça va prendre la forme d'un think tank chez Cara, autour de la question de l'accès aux ZFE. Il y a le projet qu'on est en train de réfléchir sur les gratte-ciel. Il y a un certain nombre de lieux comme ça que nous, on essaye, parce que c'est notre statut de scientifique, de chercheur transversaux, hein, qu'on essaye de porter transversalement avec les acteurs public et privé, c'est autant, alors vous avez sans doute d'autres lieux aussi pour vous retrouver, vous rassembler, hein, mais c'est autant d'occasions, de lieux, d'opportunités pour arriver à faire émerger des projets ensemble. Et donc voilà, je voulais juste relier ces deux points de table ronde et puis vous inviter à saisir les occasions que nous on arrive à faire émerger et puis on est à votre disposition si on peut vous aider à suivre vos expériences. Voilà. Puis je pense que le message s'adresse aussi aux participants qui aimeraient aussi discuter, qui sont aussi des acteurs de la logistique urbaine et de la cyclologistique et de la logistique urbaine de manière globale, qu'on traite ces sujets-là, on discute autour de ces sujets-là, on forme aussi autour de ces sujets-là au sein du LAET, de Laboratoire Aménagement, Économie et Transport et à l'Université de Lyon. Donc on avait d'autres questions. C'est à vous. Il faut juste appuyer sur Speak. Merci Aurélien, merci beaucoup de votre intervention. Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher du micro? Ah, il n'est pas allumé. Ah, voilà, merci. Donc, Alette Béguin, vous avez parlé de la massification, enfin de l'explosion du volume dans la cyclologistique. Est-ce que vous avez exploré ce qui se fait dans d'autres pays, comme par exemple les Pays-Bas ou l'Allemagne? Est-ce que vous observez de très près ce qui se passe? Nous, on observe. Alors, forcément, ces pays ont beaucoup d'avance. Les Pays-Bas et l'Allemagne. Voilà, ils ont également, je pense, une mentalité qui va avec, hein, parce que nous, en France, on n'est pas fait pareil. Surtout quand il faut payer le coût, je pense que voilà. Et puis c'est organisé différemment. Mais bon, moi, depuis 17 ans, je pense que j'ai vu passer pas mal de choses. On a à peu près testé, on a fait pas mal d'essais avec des transporteurs que je vois dans la salle. Donc voilà, forcément on est attentif. On a vu. Alors il y a des choses qui peuvent se faire aussi. Je pense qu'il y a vraiment une question de mentalité pour le coup. Il y a des gens qui sont prêts à faire des tests sur voilà, que ça paraisse un peu moins sécurisé, peut-être un peu plus rocambolesque, mais voilà, à partir de on a retenu tout ce qui s'est fait. On essaye de l'adapter à nos mentalités et au système français. Et aujourd'hui, voilà, il y a un des problèmes aussi, c'est qu'il faut que enfin, moi, j'aime bien parler de mon expérience, parce que moi, je suis impliqué dans le terrain, et souvent, on oublie de faire remonter les infos de terrain dans tous les déploiements. Et c'est ce qui fait aussi que je limite mes interventions dans les groupes de travail qui prennent en compte le terrain pour faire avancer le terrain. Voilà. Merci pour cette réponse. C'est à vous. Allez-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sacha Pélisson, je suis chez les Compagnies Tour de France dans le bâtiment. Moi, j'ai un gros vélo cargo pour transporter du placo, du plâtre, de la palette, tout ça. La question que je me pose, c'est au niveau de la région lyonnaise, c'est comment on ne pourrait pas aménager la voirie, avoir que des routes pour les vélos cargo, les cyclistes, des choses comme ça. C'est déjà le cas, on a déjà des pistes cyclables, mais quand on passe avec un cargo ou même un gros VTT, ça cogne, il y a des accidents. Moi, j'ai deux parents médecins, dont mon père est en réanimation et chirurgie. Il y a une augmentation de 1000% des accidents de la route qui est flagrante. Trottinette, Segway, trottinette électrique, vélo tout compris, qui font que ça crée de gros dommages.
Merci pour cette question. Est-ce que Cécile serait en mesure de répondre en partie à la question ? En partie, parce que je pense que c'est vraiment de la politique publique et que du coup, ça serait plutôt aux collectivités, notamment la métropole, de répondre. Je vais essayer. Enfin, la métropole a une politique assez importante d'amélioration du système cyclable. Il va y avoir là bientôt comment ils appellent ça, les pistes lyonnaises. Les voies lyonnaises. Les voies lyonnaises, c'est 250 km de pistes cyclables. Bon, alors là, ils ont encore, je pense, bien réfléchi. Évidemment, c'est de l'humour, parce que faire des pistes cyclables à contresens, hormis faire des morts, je ne vois pas l'intérêt. Exemple, rue de la République, rue Édouard Herriot, ça coupe, il y a des rues transversales, donc c'est pas du tout sécuritaire pour le piéton et pour le cycliste. Et pour les forces de l'ordre, pompiers, SAMU, police, etc. Après, on n'a pas, on manque de représentants de la collectivité aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude, la métropole de Lyon est présente avec nous. On transmettra le message, on posera la question à la métropole. Après, c'est des questions qu'on se pose aussi. Je crois que c'est la loi en fait qui demande de faire des pistes cyclables, y compris des doubles sens dans toutes les rues. La loi Laure. Donc nous, par exemple, dans nos espaces publics, on a, comme vous disiez tout à l'heure, le monsieur qui est parti tout à l'heure, on a par exemple 2 rues qui sont parallèles à sens unique dans 2 sens différents. Donc on estimait qu'il n'y avait pas besoin de faire de double sens cyclable. On doit en faire quand même. Après, on va faire c'est des chaussées neuves, donc on va faire des chaussées suffisamment larges pour que ce soit pas dangereux. Effectivement, il y a des endroits où ça pose vraiment question, et pour les vélos cargo, c'est même impossible. Ou alors il faut que la voiture s'arrête et recule, je sais pas, mais. Oui. C'est les petites rues où on passe déjà à peine une voiture. On peut déjà pas doubler le vélo qui est dans le même sens, donc un contresens forcément. Ça aide pas. Après, je sais que le Grand Lyon, la métropole, là, ils vont consulter des professionnels de logistique urbaine vélo pour prendre en compte les besoins et les attentes d'utilisateurs de vélo cargo. Ils ont fait, toutes les pistes cyclables ont été faites pour entre guillemets, le public particulier, on va dire. Et donc là, ils vont prendre en compte l'avis des professionnels pour justement améliorer et faire en sorte que ça aille mieux dans le temps. Après, je ne sais pas combien représente la flotte de vélos cargo, mais j'ai l'impression que c'est en grosse expansion et que ça va être vraiment l'avenir proche d'ici 1 ou 2 ans pour professionnels, la poste, tout ça, livreurs, parce que c'est un gain de temps, un gain d'énergie qui est énorme. Après, pour les derniers kilomètres, quoi. C'est ce qu'on essaye d'explorer dans le cadre de cette table ronde et de cette rencontre, cette séance, c'est de savoir qu'est-ce qui serait transférable sur le vélo et qu'est-ce qui ne le serait pas, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ce ne sont pas tous les flux qui vont être transportés via des vélos cargo demain, mais il va y avoir une répartition, une complémentarité entre le transport traditionnel avec des camions et des camionnettes. À côté de ça, il va y avoir de la cyclo-logistique qui va sûrement se développer, et puis la collectivité qui sera obligée de toute façon de répondre à cette demande croissante et de mettre en place les infrastructures nécessaires pour que cela s'opère, surtout qu'on encourage le développement de la cyclo-logistique. Pardon, oui. je peux juste compléter, à notre échelle, en tout cas aménageur, mais je pense que c'est vrai pour les collectivités aussi, c'est un gros sujet, mais de manière globale, sur les flux de marchandises et les flux de personnes en vélo, c'est qu'en fait, on veut essayer de caser plein de flux différents, séparés, dans des rues qui ne sont pas extensibles, parce que souvent elles existent, et même celles qu'on crée, on fait pas souvent des rues de 25 mètres. Et que donc on en vient à faire des choix type est-ce qu'on met des vélos ou des arbres, et les vélos c'est obligé dans la loi maintenant, donc on met plus d'arbres, ce qui est un peu dommage, ou des trottoirs très réduits, ou des voitures qui sont complètement saturées, donc c'est toujours des arbitrages à faire, mais la question des vélos cargo et de comment, parce que peut-être que toutes les marchandises ne pourront pas être prises par vélo cargo, mais effectivement même pour les flux les flux de personnes, les vélos cargos sont en augmentation. Donc nous, à notre échelle, dans les opérations d'aménagement, la question qu'on se pose, c'est la circulation, mais aussi le stationnement. Le stationnement des vélos cargos pour les gens, par exemple, qui vont faire leurs courses en vélo cargo, ce qu'on espère va se développer. Je pense que ça va être juxtaposé au Vélib. Ils vont créer, j'espère, de grandes bornes. S'il vous plaît. On est désolé, mais on va... Oui. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais rebondir juste une petite question, je voulais la poser là, mais oui. Parce qu'on arrive sur le stationnement et justement et le stationnement des cargos. J'ai pu voir dans beaucoup de villes d'Europe finalement la reprise par les collectivités locales de l'accès au parking souterrain.
de l'utilisation de ces parkings souterrains pour les cargos. Et finalement, ça répond à beaucoup de questions. Finalement, le positionnement qui est très central, avec des hubs, et puis le parking de tous ces vélos, des cargos et des vélos en ville, qui est une réponse qui a un double avantage aussi, qui permet finalement de remettre les voitures dehors, puisqu'il n'y a plus de place pour les voitures. Donc, est-ce que vous considérez cette position-là pour Lyon, la ville de Lyon ? Alors, je sais qu'il y a LPA qui réfléchit, pardon. LPA, donc Lyon Parc Auto, qui est une SEM lyonnaise, est en train de reconvertir une partie de ses parkings voitures en parking vélo, avec y compris des emplacements vélo-cargo. Ils font différentes expérimentations dans différents quartiers. Et pour étayer justement le propos, LPA, ça tombe bien, nous avons notre élu dont je parlais tout à l'heure, est un ancien parking LPA, recyclé justement pour la cyclo-logistique, entre autres. La difficulté qu'on va rencontrer au travers de cette transformation de parking voiture pour des espaces logistiques urbains, c'est la gestion de l'approvisionnement. Parce que pour que ça fonctionne correctement, il faut pouvoir approvisionner avec la marchandise en masse. Or, pour approvisionner en marchandise en masse, il faut des gros camions. Alors qu'ils soient électriques, au GNV, peu importe, il faut un quai de déchargement. Il faut pouvoir faire des manipulations de base logistiques pour pouvoir amener plusieurs centaines de milliers alors peut-être pas centaines de milliers, mais en tout cas quelques tonnes pour pouvoir irriguer justement la flotte de vélos cargo et être efficient. Et, encore une fois, avoir un modèle économique périn. Donc là aussi, il faut non seulement regarder l'espace dédié à cette organisation, mais la façon dont on va approvisionner les flux. Et si je peux rajouter un autre petit souci, c'est que beaucoup sont en souterrain et qu'après, il faut remonter. Et que certains vélos, cargo ou triporteurs ne peuvent pas remonter, même à vide. Voilà. Merci pour ces réponses. On avait une question. Est-ce que vous pouvez juste ouvrir votre micro ? Là, c'est bon. C'est bon, là. Bonjour à toutes et à tous. Delphine Desprats de la Maison du Vélo de Lyon. Alors, c'est dommage parce que du coup, notre compagnon vient de partir, mais je voulais faire un petit complément à son intervention tout à l'heure. Nous, la Maison du Vélo de Lyon, on accompagne à la pratique du vélo en circulation. Je pense que c'est un volet qu'on oublie beaucoup, et notamment vous parlez de la problématique de pérenniser en fait les emplois sur la cyclo-logistique parce que pénibilité du travail, mais aussi voilà, ce qui nous fait remonter aussi c'est stress, voire conflit d'usage quand ils sont en circulation. Donc je pense que c'est vraiment un volet à ne pas négliger, même si voilà, prêche un peu pour ma paroisse, mais les aménagements cyclables de qualité, bien sûr, c'est essentiel. Mais aussi travailler à la cohabitation, partage de la rue et bon comportement à vélo en ville, ça l'est aussi. Et c'était juste pour voilà, aussi faire un petit complément. Le double sens cyclable, non, n'est pas un aménagement accidentogène. Bien au contraire, en fait, on s'est rendu compte que ça permettait de baisser les vitesses de circulation et donc les véhicules se croisent de façon sécuritaire. Et surtout rappeler aussi que le vélo est un véhicule, le cycle est un véhicule à part entière pour le code de la route, et donc il peut très bien, dans la très grande majorité des cas, rouler sur la chaussée tout véhicule et non pas sur l'aménagement cyclable si celui-ci est trop étroit, notamment quand on parle de vélo utilitaire. Donc voilà, c'est aussi des choses vraiment à anticiper dès maintenant, parce que, et notamment sur les tournées, pour travailler ces tournées, quand on est vélo cargo, on n'aura pas les mêmes déplacements et les mêmes trajets que quand on est en vélo déplacement. Merci pour cette précision. Donc là, on va passer aux questions des gens à distance, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent aussi à distance. Donc on a une question pour Urbi. Donc la place de la cyclo-logistique chez Urbi, on en a parlé. Donc comment s'articule l'activité de Urbi avec le groupe La Poste? Est-ce qu'il y a des complémentarités? Bien, écoutez, vous avez une offre de service qui est assez simple à comprendre. Vous avez le moins de 30 kg avec les émanations que vous connaissez, que sont Colissimo, Chronopost, DPD, j'en passe et des meilleurs. Et puis le plus de 30 kg, Urbi a été justement créé pour gérer ce plus de 30 kg. Urbi n'a pas de plan de transport, donc on reçoit sur nos quais tous les matins la marchandise de nos clients, voilà, ou dans le LU, ou sur les centres de mutualisation périphériques.
Merci pour cette réponse. Et on a une autre question qui est de Béatrice Aubert de la SNCF qui se demande, pour développer la cyclo-logistique, on sent que qu'on a un besoin de foncier de proximité pour des lieux de préparation avant la distribution, pour la respiration des collaborateurs aussi. Quels sont les besoins de foncier en termes de surface et d'emplacement notamment? Est-ce qu'il y a des spécificités qu'on peut annoncer via cette table ronde? Si madame est de la SNCF, moi j'en vois une belle. Il y a les Halles Cernam, par exemple. SNCF vers la place Jean Massé. SNCF Immobilier. Ça serait... il y a 10 000 m² non exploités, donc qui ont un problème de sécurisation par rapport aux voies, mais globalement, ça serait parfait. On pourrait amener la marchandise en train, voilà, faire donc plein on de peut choses. créer de l'intermodalité. Intermodalité, bien sûr. En ramenant les marchandises via le train et après partir des plateformes qui sont embranchées fer via la route. Mais est-ce que si ces sites sont situés un peu dans des zones un peu périphériques de la ville, pas le cœur de la ville, pas le troisième, pas le premier, est-ce que c'est toujours une opportunité pour vous d'utiliser des surfaces de la SNCF? De toute façon, la logistique de demain, il va falloir prendre en compte que plus on s'approche du centre-ville, plus le véhicule va diminuer. Et il va falloir repenser toute cette logistique. Donc il y aura forcément des acteurs qui seront là pour partir des grands centres logistiques pour les amener dans des centres, des ELU en périphérie, qui les amèneront à des hubs intra-urbains. Et du coup, voilà, il faut qu'on mette en place une organisation pour que, comme les ruptures de charge ont un coût, et qu'à chaque rupture de charge, il y a un transfert de responsabilité en fonction de l'exploitant, etc., il faut construire ça pour que ça soit viable dans le temps. La logique du dernier kilomètre et le modèle économique du dernier kilomètre n'a pas encore été craqué. Ça fait quelques années que tout le monde travaille dessus, mais la réalité est que voilà, on est beaucoup en phase d'expérimentation. Le marché est en forte évolution. Tout le temps, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux produits qui apparaissent, de nouvelles offres aussi à intégrer. Donc, c'est ça ce qui... Mais c'est très bien, ça évolue. Et on n'a pas évoqué un sujet qui est la reverse aussi. La partie gestion des déchets, la partie esclavée des déchets de chantier, etc. La partie collaboration avec les métiers de l'artisanat, stock déporté. Tout ça fait partie de la logistique urbaine et la cyclo-logistique a un vrai rôle à jouer là-dedans. Tout à fait. Et on a une autre question pour Grégory. C'est par rapport à votre partenariat avec le FedEx. Est-ce qu'il s'agit d'un partenariat pérenne ou est-ce que vous êtes en forte concurrence avec les autres offres traditionnelles sur la partie cyclo-logistique? Nous, on a un contrat de sous-traitants et de partenaires comme l'ensemble des autres sous-traitants. Après, de FedEx, on travaille avec eux depuis 2008, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont été finalement un acteur à rester impliqué depuis 2008 dans ce genre d'expérimentation, parce qu'on a pu en faire avec d'autres, mais très ponctuels. Donc après, on est un prestataire comme un autre. Si un jour la volonté de FedEx change d'orientation, peut-être qu'on pourra être relégué. Mais voilà, tous les signes sont et encore, on pourrait... parce qu'il y a d'autres problèmes aussi quand on est sous-traitant. C'est que pour se développer, on est bloqué par un 30% de chiffre d'affaires avec des donneurs d'ordre. Donc moi, si je voulais augmenter ma capacité avec FedEx, il faudrait que j'en prenne autant avec un autre donneur d'ordre. Et ce qui est compliqué à mettre en place, surtout au niveau du foncier. D'accord. Moi, j'ai une autre question pour Cécile, du coup, mais je pense que toutes les questions qui arrivent vers vous doivent être posées à la métropole. Le développement des vélos cargo ne va-t-il pas obliger la métropole à élargir les pistes réservées au cycle de manière plus générale? Donc, c'est une question de Olivier Giraud. Je ne sais pas répondre. Donc, on posera ces questions à la métropole de Lyon, sachant que toutes vos questions sont toujours les bienvenues. Vous pouvez communiquer avec nous via notre adresse courriel rlu@entpe et nous tenterons de répondre
à l'ensemble de vos questions et peut-être que ces questions-là nous serviront pour organiser une prochaine rencontre de la logistique urbaine parce que le sujet est très très large et ça pose plein d'enjeux. Moi j'ai envie de poser une petite question par rapport à la saisonnalité. Est-ce qu'on remarque qu'il y a une vraie saisonnalité? Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus traités l'été et d'autres plus traités l'hiver? Ou est-ce que vous traitez les mêmes produits été et hiver? Il n'y a pas de... Nous, dans l'ensemble de l'activité que j'ai, à part le mois d'août qui est un peu plus calme, voilà, toute l'année... Et pour on a une activité qui est très centrée sur le B2B. Après, effectivement, eu égard les saisonnalités fin d'année ou soldes, etc., on peut peut-être avoir un accroissement de l'activité en lien avec l'activité de livraison aux particuliers. Mais on est sur on est des entreprises de transport à part entière, donc on subit les coûts, les à-coups de la saisonnalité et des flux de marchandises. Très bien. Donc, on va prendre la question de la salle, oui. Bonjour. Bonjour. Nicolas Davaz, moi je suis à titre personnel cycliste et à titre professionnel logisticien, mais sur du beaucoup plus gros. Et je trouve qu'on a parlé de plein de choses, mais j'aimerais revenir sur la question des personnes, et en particulier des opérateurs, des chauffeurs-livreurs. Alors on a parlé du dumping social, on va pas revenir là-dessus. Bon, ma question a été, est-ce qu'il y a une différence de profil entre le transport, on va dire, plus classique, conventionnel, en gros camion avec GPS intégré, et la cyclo-logistique qui, pour expérimenter le transport de ma propre personne à vélo, requiert beaucoup de compétences et d'intelligence. Et pour moi, la dimension cyclo-logistique, c'est aussi des interactions qui sont différentes, qui sont plus visibles, on en a parlé. Et voilà, par rapport à ces questions de recrutement aussi, est-ce qu'il y a un profil spécifique de chauffeur-livreur qu'il faudrait peut-être valoriser ou rendre plus transparente? Alors moi, je vais donner... Je fais beaucoup la tête. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord. C'est pas du tout le même métier. Même si la finalité reste la même. Hein. Et c'est pour ça que beaucoup de projets qui se sont faits depuis 10 ans, il y en a beaucoup qui n'ont pas abouti, puisque ceux qui ont fait les expérimentations n'ont pas pris en compte cette donnée. C'est-à-dire qu'on ne met pas quelqu'un qui était dans une voiture sur un vélo. Et inversement, moi j'ai des coursiers vélos qui veulent pas du tout de faire de voiture. Et on peut les comprendre quand on voit comment ça circule. Mais du coup, oui, c'est un autre métier. Et je pense qu'il y a une filière formation à développer, puisque voilà, on a beau être livreur, il faut prendre en compte le physique, puisque quelque part, même si on a des assistances électriques, on doit quand même produire un effort. On est dehors par tous les temps, donc on n'a pas forcément d'abri, comme quand on rentre dans sa voiture pour se reposer 5 minutes entre deux averses. Le froid, le chaud, etc. Donc, un chauffeur camion ou voiture ne peut pas, sans volonté de sa part, basculer sur un vélo. Et si on pose la question à Bruno par rapport à la formation des chauffeurs-livreurs, est-ce que vous en faites une priorité? Est-ce que... On essaye de les accompagner dans tout ce qui est éco-conduite, mais effectivement, le profil d'un livreur VL ou PL n'est pas le même qu'un profil de quelqu'un qui va passer son temps sur un vélo. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que là aussi, il y a une segmentation sur le marché du petit colis et du gros colis. Certains acteurs du petit colis, notamment, vous mettent tout à disposition quand on fait de la cyclo-logistique, où en fait le livreur n'a pas tellement à réfléchir, il a à suivre ses indications sur le PDA jusqu'à le guidage de la livraison. Et puis d'autres, c'est un petit peu plus à l'ancienne, où il faut avoir quand même une connaissance de la ville. Très bien, donc on va prendre une dernière question. C'est bien, comme ça j'aurai eu la première et la dernière. Rebonjour donc. Moi j'ai une question du coup sur votre vision de la croissance potentielle du marché de la cyclo-logistique à Lyon. Par exemple, comment voyez-vous votre propre croissance dans les années à venir? Quelle place voyez-vous pour des nouveaux acteurs? Est-ce que vous pensez qu'il peut y en avoir 10 nouveaux et qu'il y aura du travail pour tout le monde, ou est-ce que le marché est déjà très saturé? Et question subsidiaire, quelle est pour vous la taille idéale d'un acteur de la cyclo? En gros, est-ce qu'il vaut mieux avoir
2 FedEx de la cyclogistique à Lyon avec chacun 100 vélos cargo, ou est-ce qu'il vaut mieux 20 PME de 10 vélos cargo? Bonne question pour conclure. Une très bonne question. Alors, concernant la taille des structures, on va dire que plus la structure est grande, plus vous pouvez avoir une arborescence de collaborateurs et du coup du confort de travail. Moi aujourd'hui, je suis pas assez gros pour avoir quelqu'un à tous les postes. Donc on fait la mécanique, voilà. Moi je suis un peu le multi-outil. Donc voilà, le fait d'être un peu plus gros, ça permet d'avoir un mécano pour suivre la flotte, puisqu'il faut anticiper toutes les pannes, puisqu'une panne nous met dans l'embarras à chaque fois. Et après, concernant les flux et les évolutions, il y a de la place pour beaucoup. Alors après, comme ça se fait en ce moment, où à coup de millions, et on arrive, on fait parler de nous, et puis après, on s'en va. Voilà, ça, c'est pas forcément un beau modèle. Oui, puis c'est une mauvaise place, puisque les tarifs sont tirés un peu vers le bas, puisque voilà. Ça laisse rentrer des acteurs, comme le disait Aurélien tout à l'heure, avec une précarité certaine. Donc derrière, on a un appauvrissement aussi du prix de vente, pour parler clairement. Et donc ça tire le marché vers le bas. Donc notre intention, je crois qu'elle est commune, c'est d'essayer d'aller plutôt de tirer les choses vers le haut, d'amener de la valeur ajoutée, d'amener du service, d'amener des moyens qui sont de bonne facture, puisqu'un investissement sur un vélo cargo, un tricycle, etc., c'est pas rien. L'entretien, et puis il y a aussi toute la partie management des équipes, parce que c'est pas simplement de la marchandise qui arrive qu'on met dans un vélo cargo. Il faut l'organiser, il faut la structurer, il faut l'optimiser, et tout ça, c'est du temps, et c'est des bras, des hommes et des femmes qui sont là pour faire tourner l'organisation. Et par rapport au potentiel développement du marché lyonnais, est-ce que vous avez une vision par rapport à ça à nous partager ? Ça va être lié de toute façon aux politiques publiques, puisque plus on va restreindre les acteurs motorisés et gros poids lourds, etc., plus on aura besoin de cyclo-logisticiens comme nous, pardon. Et pareil, moi je suis aussi président des boîtes à vélo Lyon, et là on accompagne les pros à passer du camion au vélo, mais ça peut être des artisans, des laveurs de vitres, etc. Pas forcément dans la logistique. Et du coup, plus on favorise ces modes doux, plus il va falloir d'acteurs, ou alors structurer les acteurs en place. Et pour Urbi, est-ce qu'il y a une politique, une volonté ou une stratégie claire par rapport à la cyclo-logistique et par rapport à son développement ? Mais comme j'évoquais tout à l'heure, nous, c'est une extension de notre business. On n'est pas centré sur 100% de cyclo-logistique. Ça devient une offre complémentaire, supplémentaire. Donc, on va être contigu aux flux qui vont se développer forcément des acteurs du transport traditionnel qui vont nous confier leurs flux. Et puis, par extension, on va récupérer une partie qu'on va livrer en cargo cycle. Très bien. Est-ce que, Cécile, vous voudriez rajouter quelque chose ? Grégory, Bruno, un mot de la fin ? À votre service, si besoin. Pas confondre avec Urbit, mais bien Urbi. Oui, Urbi du groupe La Poste. Merci. Merci à nos intervenants. Merci à Aurélien Pouzin qui nous a quittés. Merci Bruno Saint-Laville, Grégory Marcelin et Cécile Bossière. Donc, cela fait environ 2h30 que nous sommes ensemble. Donc là, je vais annoncer le thème de la prochaine rencontre de la logistique urbaine et qui va porter sur la logistique des artisans. Très intéressant, oui. Donc là, je vais passer aux remerciements. Donc, je vais remercier nos partenaires, au premier rang, les organisateurs des rencontres de la filière vélo, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le pôle de compétitivité El Cara, le cluster MAD. Nous remercions également la métropole de Lyon pour son soutien au RLU et au projet LUG. Nous remercions également nos autres partenaires, le 107, la Fondation pour l'Université de Lyon et bien sûr les tutelles du LAET, le NTPE, le CNRS et l'Université Lumière Lyon 2.
Je pense que je vais remercier également Florence Toilier, qui est restée beaucoup à l'ombre pour cette édition, mais qui a beaucoup travaillé sur le programme de cette journée, sur la gestion de toutes les relations avec les intervenants, pour la gestion du chat d'aujourd'hui. Merci à Mathieu, qui est très impliqué également dans l'organisation de ces rencontres. Merci au service communication de l'Université de Lyon et nos alliés précieux qui sont Michael et Tiffaine. Merci à l'équipe formation tout au long de la vie de l'Université de Lyon et à l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui, Flavien et Arnaud. Il me reste à vous donner rendez-vous au printemps 2021 pour la 4e édition et 2022, excusez-moi. Je veux rester dans 2021. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous via notre boîte mail rlu@entpe.fr. Et donc, bonne fin de journée à tous et à toutes. Et au plaisir de vous rencontrer prochainement. Merci beaucoup.